Connaissez-vous le terme mamange ? C'est un mot issu de la contraction de deux mots, maman et ange. Il a été inventé par les familles touchées par le deuil périnatal afin de désigner une maman endeuillée d'un enfant décédé avant ou quelques jours après la naissance. Le deuil périnatal, on n'en parle pas assez et pourtant de nombreux couples passent par là. Comment fait-on face physiquement et émotionnellement lorsque l'on perd son bébé ? S'en remettons un jour ? Pour en parler, je reçois Mariam So, maman et mamange, qui va partager avec nous son histoire et ses conseils pour traverser au mieux cette épreuve. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Pour celles qui accueillent la vie et ceux qui grandissent à toute vitesse, Kiabi vous accompagne avec sa collection maternité et bébé. Que ce soit pour vous ou pour votre petit bout, Kiabi vous propose des incontournables comme le Dorbien 100% coton à partir de 3500 francs. Parce que votre famille mérite ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et demain. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Retrouvez vos magasins Kiabi près de chez vous à Abidjan, Dakar, Douala, Brazza, Libreville, Ouaga et sur nos réseaux sociaux Kiabi Africa. Kiabi, la mode à petit prix. Mariam, merci infiniment d'être ici. Alors pour la petite histoire, j'avais posté sur Instagram, j'avais parlé du lancement de ce podcast autour de la parentalité et tu m'avais tout de suite répondu à la story et tu m'as dit Déla, il faut que tu parles d'un sujet dont on ne parle pas assez, un sujet assez tabou, le fait de perdre son enfant, qu'on parle du deuil périnatal. Et je savais même pas moi-même que tu étais passée par là et je t'ai tout de suite demandé est-ce que tu voudrais bien venir témoigner, raconter ton histoire pour pouvoir aider d'autres mamans parce que effectivement c'est un sujet dont il faut qu'on parle dans ce genre de podcast, en tout cas autour de la parentalité. Et tu m'as dit oui. Alors j'ai eu peur à un moment que tu me dises non finalement dès là. J'ai hésité. Oui, tu as hésité. J'ai eu peur à un moment que tu te désistes, mais tu es bien là et je te remercie pour ça. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te demander d'abord de te présenter et présenter les membres de ta famille, les personnes qui composent ta famille. Voilà, dis-nous tout. Alors, je suis Mariam Yonoso, épouse So. Je suis mariée depuis 15 ans. J'ai 2 enfants, 9 ans et 3 ans, dont 3 enfants en parité que j'ai eu en parité et qu'aujourd'hui, donc je suis considérée comme maman ange, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Et je suis entrepreneur. Ok. J'ai une école maternelle primaire au Mali. Et j'entreprends à Abidjan. J'ai une société de nettoyage, d'entretien. On va revenir. Alors, tu as dit que tu as 3 enfants. C'est ça ? 2 enfants, dont 3 que tu as perdus. Voilà. Donc, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, bien sûr, c'est le deuil périnatal. Mais déjà, tu as eu une première grossesse, une première fille, ça s'est bien passé, tu l'as eu. Combien de temps après tu as lancé une deuxième grossesse et est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé ? Alors, j'ai ma fille qui est née en 2015 et je suis tombée enceinte en 2017. D'accord. 2 ans après, voilà, la suite logique. Et il faut savoir que c'était des grossesses qui étaient vraiment désirées. Oui. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. C'est pour ça que je me suis lancée. J'ai une crèche maternelle et mon petit nom, c'est Mamani. Ça veut dire la petite maman. Ok. Et ma mère m'a appelée comme ça parce qu'elle savait que j'allais chercher les enfants des autres. Je les amenais à la maison. Donc, voilà. Parce qu'en fait, c'est arrivé. La partie où je voulais venir, c'est vraiment quand je me suis retrouvée en France. Ok. Voilà. D'accord. À 19 semaines. Parce que Ok, c'est là où mais ça alors commence. déjà, il faudrait que tu nous racontes comment tu apprends, parce que là, j'ai compris que c'est 3 bébés. Est-ce que tu peux nous dire le type de grossesse que c'était ? Ah, voilà, ok. Tout ça, voilà, qu'on commence par là. Donc, tu tombes enceinte et on t'apprend que c'est des triplés. Non, pas tout de suite. Tout de suite. Ah, tout de suite, tu Alors, ne sais pas. je tombe enceinte. J'ai mon gynécologue qui est à Abidjan. Je tombe enceinte. Déjà, au début, on me dit qu'il y a 2 poches. Voilà, donc bon, ça peut arriver. Oui. Et ensuite, je vais à Paris
à 13 semaines pour faire tout ce qui est clarté nucale et tout. Et c'est là qu'on m'apprend que il y a 3 poches. Wow, ok. Et après, on m'apprend que c'est 3 garçons. Ah oui, ok. 3 garçons et du coup, la clarté nucale, tout était normal. D'accord. Et donc, le médecin vient me voir très froid. Oui. Et il me dit, écoutez, c'est compliqué, vous êtes toute mince, 3 bébés, je vous conseille de faire une réduction embryonnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Une réduction embryonnaire, c'est prendre une aiguille et puis arrêter le cœur d'un bébé. Sur les 3? Sur les 3, pour pouvoir donner la chance aux autres. Parce qu'à leur avis, bon, voilà, c'était sûr que ça allait être des prématurés, ça, on était conscients. Oui. Mais comme moi, dans ma famille, il y a des jumeaux, des triplés. Ma cousine, elle a 3 petites filles identiques. Je me suis dit, si elle a réussi à tomber enceinte, à accoucher au Mali, pourquoi pas moi? D'accord. Et c'était quelque chose de difficile pour moi parce que plus je lui posais des questions, j'avais l'impression que ça l'agaçait. Parce que je lui demandais, mais comment ça va se passer? Est-ce que quand vous allez faire ça, vous allez retirer la poche? Il me dit, non, madame, ça va se momifier dans votre corps. J'ai dit, OK. Donc, vous êtes obligé de vous y faire, c'est comme ça. Et donc, je suis rentrée à la maison. J'étais en panique. J'ai appelé ma mère. J'ai expliqué à ma mère et mon mari... Et j'étais pas bien pendant 2 jours parce qu'on organisait ça juste 2 jours après à l'hôpital Necker. D'accord. Et le jour où on devait y aller, bon, forcément, ma mère n'était pas pour. Elle est pratiquante, on est musulmans. Et... Donc, vous aviez décidé de faire cette intervention? On n'avait pas décidé parce que le jour où on devait faire, le deuxième jour, moi, je me suis pas levée. D'accord. Donc, j'ai dit à mon mari que je ne peux pas le faire. Je préfère suivre la grossesse. Okay. Mais bon, c'était une grossesse très, très risquée, assez précieuse. Donc, la plupart du temps, on n'en parle pas trop. D'accord. Je veux dire, j'en parlais avec ma mère, mon mari, mes sœurs. Mais donc, c'était vraiment un cercle restreint qui était au courant de la grossesse. Parce que bon... donc, on n'a pas fait finalement. D'accord. Et donc, je suis rentrée en Côte d'Ivoire et c'est là que le ventre grossit assez rapidement. Donc, à 19 semaines, ma gynécologue s'est rendue compte que mon col est passé de 3 à 1,7. OK. En même pas une semaine. Okay. Donc, c'est là qu'elle me pose la question, est-ce que pour la première grossesse, on t'avait cerclé ou pas? Je lui dis non. Par contre, on a utilisé le forceps pour sortir le bébé. Donc, elle me dit, peut-être que ça a dû abîmer le col. OK. Mais comme on n'a pas vérifié entre-temps, il était trop tard pour faire un cerclage d'urgence. Donc, du coup, elle me dit, écoute, il faut que tu ailles en France. Et là, j'arrive en France, c'était la catastrophe. J'arrive à Charles de Gaulle. Finalement, on devait venir me chercher à l'hôpital parce qu'ils étaient prévenus. Ils n'arrivent pas. Donc, c'est un ami de mon mari qui vient me chercher, qui m'amène à l'hôpital de Colombes. J'arrive, dès que j'arrive, comme mon mari expliquait, ils étaient tout de suite défaitistes. Vous êtes à 20 semaines, vous êtes à 1,5 cm, vous allez accoucher dans la semaine ou dans les 2 jours. Donc, pas du tout d'empathie, vraiment. Du tout. Et là, j'étais toute seule. Je pense que maman n'était pas là encore, ou elle était là, mais je ne l'avais pas vue encore. D'accord. Donc, j'étais toute seule là. Effectivement, je me suis effondrée. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que j'aurais dû faire la réduction embryonnaire ou peut-être que j'aurais dû faire un cerclage. Pourquoi j'y ai pas pensé? Parce qu'effectivement, mon ventre commençait à s'alourdir. Et on me met dans une chambre. Et on me fait des prises de sang, mais... Pas de prise en charge particulière parce que, normalement, quand un col réduit, on te met une sonde parce que le ventre grossit assez vite. Et ils m'ont dit que je vais accoucher dans la semaine, sauf que j'ai tenu 3 semaines et demie. Ah oui, comme ça oui, à l'hôpital. À l'hôpital. Ma mère venait me voir tous les jours. Et les bébés allaient bien? Très bien. OK. Ils bougeaient, elle les touchait. Physiquement, moi, j'allais bien. OK.
Et ils grossissaient très bien. Et au bout de 10 jours, ils ont fait une réunion. Bon, en fait, ils venaient me voir presque tous les matins pour me demander comment je me sentais. Et j'avais l'impression qu'on venait me voir pour me voir si l'accouchement ne s'était pas déclenché. Ok. Et donc, il y a une dame, par contre, qui était médecin, qui était assez sympathique, qui était venue me voir pour me dire qu'on va essayer de programmer une césarienne. C'est-à-dire que si j'arrive à atteindre les 25 semaines et quelques, Oui. C'était prévu le 26 octobre, et ils vont me faire une césarienne et puis ils vont retirer les bébés pour leur donner leur chance. Oui. Et du coup, moi, j'ai constaté un soir qu'il y a quelqu'un qui m'a déposé, en fait, parce qu'on me déposait tous les soirs un médicament pour m'aider à dormir. Ok. Mais un soir, j'ai pris un médicament. Bon, j'avais déjà avalé parce qu'on donne les médicaments sans donner les noms. Ok. J'avais avalé un médicament, mais j'en ai pas fait un problème, mais c'était pas pour me faire endormir. Le lendemain, j'ai reçu le même médicament et j'ai appelé l'infirmière. Je lui ai dit, mais c'est pas ce que vous me donnez d'habitude, en fait. Qu'est-ce que c'est? Elle a vite pris le médicament, elle est partie avec. Oula. Et j'ai expliqué à ma mère. Et c'est le lendemain que j'ai senti que j'étais pas bien. Je commençais à pas bien me sentir. Ouais. J'allais plus souvent aux toilettes. Et j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit de venir. Je lui ai dit, je me sens pas comme d'habitude. Et je sentais que c'était pas des contractions, mais je me sentais pas très bien. Donc du coup, on me fait descendre pour aller faire une échographie, pour voir un peu, pour voir ce qui se passe et tout. Et voilà, le premier bébé s'était engagé. Le col n'était pas totalement dilaté, mais il s'était complètement raccourci. Ça, c'était dans la matinée. Donc du coup, l'accouchement s'est déclenché tard dans la nuit. D'accord. Donc c'est là qu'on enchaîne avec des questions, parce que ma mère commence à dire, mais voilà, elle est à 24 semaines. 24 semaines, d'accord. Est-ce qu'on peut transférer ma fille aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, on peut prendre les bébés en charge depuis 22 semaines, ils sont équipés. Voilà, c'est pas une question de moyens. Elle veut sauver les bébés. Oui. Et ils disent que non, c'est trop tard, je peux pas bouger et tout. Et sauf que, bon, moi, j'étais juste couchée à l'hôpital. C'est pas comme si on empêchait que le poids s'entasse sur ma vessie. J'étais obligée de me lever tout le temps pour aller aux toilettes. J'ai demandé à ce qu'on me mette une sonde, on ne voulait pas, pour retarder. Parce qu'effectivement, le poids ouvre le col. Et donc, là, c'était voilà, je savais que j'allais accoucher, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Là, c'était vraiment... Je me suis dit ce jour-là, Mariam, prépare-toi, c'est un cauchemar. Dans ta tête, tu te préparais au pire ou... Je me disais peut-être qu'on aurait pu sauver un bébé parce que j'avais lu dessus, parce qu'il y en avait un qui était complètement derrière au-dessus. Les deux étaient plus en bas. Il était bien parce qu'il respirait déjà bien sans assistance. Et il a tenu très longtemps quand même. Et ce qui a été le plus difficile pour moi, parce qu'on ne s'attendait pas, finalement, la manière dont on nous a préparés, on ne s'attendait pas à avoir un bébé vivant. Parce que ma mère même a été choquée, parce que tellement on l'a mis dans quelque chose, elle se disait, bon, elle va accoucher rapidement, ils vont prendre, ils vont partir. Et ce qui est extraordinaire, les 3 sont nés vivants. Les 3... Et il fallait les accompagner. Et moi, je savais qu'ils n'allaient pas les prendre en charge, donc c'était les accompagner à la mort. Mais c'est incroyable cette histoire de ne pas vouloir accompagner des enfants qui sont nés vivants. J'ai jamais entendu ça, en fait. C'est incroyable. Et donc, j'ai pris le premier bébé, je l'ai mis sur moi et je lui parlais, je lui demandais pardon, parce que peut-être qu'il y a des choses que je n'avais pas bien fait et que j'aurais peut-être pu faire autrement. J'étais impuissante, il respirait sur moi, je l'ai gardé jusqu'à son dernier souffle sur moi. Là, tu es en train de me dire qu'ils n'ont pas voulu les prendre en charge? Non. Non, c'est incroyable. Non. Ok. Parce que la décision avait déjà été prise, que voilà, c'était prévu que
qu'on me fasse la césarienne le 26 octobre. J'ai accouché le 14 octobre. Ok. Et comment ça se passe en fait? Parce que là, je n'arrive pas à me dire que tu as 3 bébés qui sont en vie et qu'on te demande et qu'on te dit qu'en fait, tu ne pourras pas rentrer à la maison. Enfin, je sais pas, comment on t'annonce? Qu'est-ce qu'on te dit? C'était un film. Moi, j'étais sur un autre diapason, on va dire. Est-ce que tu réalisais même? Je sais pas. Non, je pense que j'étais sur une autre planète parce que je prends le bébé. Le deuxième, forcément, il va s'engager quelque temps plus tard. Et on amène le bébé derrière, mais on lui met voilà, un petit bonnet, des petites choses et tout. Et là, la première des choses à laquelle je pense, je dis, maman, ne laisse pas mon enfant seul. Parce que, voilà, il n'est pas décédé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont lui faire, je veux que tu restes avec lui. Sauf qu'elle aussi, elle veut être là avec le deuxième qui va s'engager. Le deuxième s'engage et tout. Pareil, il sort, il pleure aussi. Donc, le même scénario, on me le donne pour que je le prenne un peu. Comme j'ai eu ma fille, c'est exactement la même chose. La même chose, sauf qu'ils sont un peu plus petits, mais ils avaient tout ce ils respiraient très bien. Et là, le deuxième, il sort, je fais une hémorragie. Une hémorragie, je ne me rends pas compte. Peut-être que j'étais trop transportée, que j'ai peut-être pas bien expliqué à ma mère, mais je me laissais transporter par les choses. Je pense qu'à un moment donné, la douleur est tellement est allée tellement loin que tu te dis que vaut mieux te laisser partir avec la situation. Et ma mère me parlait, elle me disait on fait des efforts, elle faisait des prières. Je lui faisais comprendre qu'il faut qu'elle me laisse. J'avais besoin de cette tranquillité et partir. Et d'un autre côté, je pensais à ma petite qui avait 2 ans, qui était dans l'avion avec son père. Oui, parce qu'ils n'étaient pas là. Voilà, ils arrivaient. Et voilà, je me laissais transporter. Elle allait rester toute seule. Ouais. Donc, ça m'a donné un peu de regain. Je me suis dit, il faut que je me batte. Et là, quand le deuxième s'est engagé, j'ai fait une hémorragie, donc on devait automatiquement enlever le troisième. D'accord. Donc, voilà, ça a commencé. Bon, voilà. Je pense qu'au petit matin, ils étaient tous les 3 là. Malheureusement, quand mon mari est arrivé, voilà, à 8h, 9h, bon, ils étaient déjà partis. Moi, j'ai pu les avoir, en tout cas, pendant des heures, avec maman. Donc, je pense que lui, il a dû voir les choses différemment. Il a hyper mal vécu, ça c'est sûr. J'imagine. Et surtout la prise en charge et comment les médecins gèrent les situations aussi. Parce qu'on a l'impression que c'est le nirvana en France et que des fois on reçoit des meilleurs soins, c'est vrai. Mais moi je pense que les meilleurs soins, c'est l'humanisme. Bien sûr, totalement. L'attention. Une bonne prise en charge, c'est beaucoup plus différent que des médicaments parce que je pense que si j'avais eu ça, j'aurais pu tenir effectivement 1 semaine de plus. Et c'est de là que j'ai compris que ma mère, elle avait entendu des choses dans les couloirs où il disait que c'était 3 bébés, les Africains, ils aiment faire beaucoup d'enfants. Son hospitalisation coûte plus de 1 700 € par jour. Voilà, ça va coûter cher. Donc, j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas eu d'effort peut-être d'accompagnement. Parce qu'effectivement, s'ils avaient été pris en charge, c'était 3 et on était parti pour 2 mois et demi de néonat. Et sauf que derrière, bon, moi, j'avais une très bonne assurance et c'était pas un problème de moyens ou pas, mais bon, c'était plutôt un problème de, voilà, les Africains, ils ont l'habitude de faire ça et c'est dommage. Parce que c'est terrible, enfin, j'ai même pas les mots, j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Je sais même pas comment on se relève de ça, parce que en dehors même du fait que, parce que c'est pas comme si tu avais
accoucher de bébés morts-nés. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire que les enfants étaient nés en vie et je pense qu'on aurait pu les sauver ou en tout cas faire quelque chose, ou essayer de les sauver. C'est sur ce point-là que vraiment je ne comprends pas. Et heureusement que tu avais ta mère aussi à tes côtés, ton mari est arrivé après, ta fille. C'est quoi la suite? Comment ça se passe du coup? Parce que souvent, on ne sait pas comment ça se passe parce que tu as fait un accouchement comme si comme tu as dit, tu as accouché de ta j'ai fille. suivi Le cursus protocole normal parce que voilà, il fallait qu'on donne des noms, il fallait qu'on aille à la mairie pour faire l'acte de naissance Ah oui. et ensuite aller faire l'acte de décès avec les heures de décès de chaque bébé. Il fallait organiser les funérailles, donc il fallait aller dans une pompe funèbre pour aller organiser tout ça. Donc je ne pouvais pas rester plus longtemps à l'hôpital parce que moi, j'avais beaucoup plus de démarches administratives à faire. Le côté dont on ne parle pas beaucoup, qui est encore très, très difficile pour une mère, une famille, c'est quand on te maintient dans une chambre où il y a plein de mamans qui viennent d'accoucher. C'est-à-dire que ta première nuit, tu passes ça avec plein de pleurs de bébés, de mamans, des familles qui viennent, qui sont contents, pendant que toi, tu es vide, tu n'as rien, donc impossible de dormir. Et moi, dans mon cas, le lendemain, il y a la sage-femme qui est venue me voir. « Ah, je viens vous chercher pour aller laver vos bébés. » Donc, je me dis, mais il y a un décalage. Comment ça se fait que l'information n'est pas passée on doit savoir quand même qu'il y a eu telle situation. Bien donc, sûr. je lui ai dit, mais écoutez, madame, j'ai perdu mes bébés. Et donc, elle était là. Elle s'excusait, mais c'était déjà fait. C'est là où je dis que le après est très important parce que, voilà, c'est pas que le moment. C'est surtout le après. Parce que là, tu parles de l'accompagnement. Enfin, je veux dire, il y a tout plein de démarches administratives. J'imagine qu'aussi, faut pouvoir. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique? Parce que en Afrique, je sais que c'est pas. J'ai entendu beaucoup d'histoires de mamans qui ont perdu leur bébé dans des hôpitaux en Afrique et on leur a même pas laissé le temps, par exemple, de voir leur bébé. Il y en a qu'on enterre directement. Il y en a que, oui, on leur a enlevé parce que pour certaines c'est important, c'est peut-être important. Pour d'autres, non. Mais il y en a une que j'avais écouté son témoignage qui disait que elle aurait aimé voir son enfant, même le toucher, rien que le voir, mais on lui avait enlevé ça et c'était assez dur pour elle. Et elle disait qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique ici. En France, je pense qu'il y en a un, mais comment s'est passée la suite? Est-ce que, je veux dire, en dehors de la famille, comment Tout de tu as suite géré? après, le lendemain, on m'a fait rencontrer quelqu'un. D'accord. Il se trouvait que le lendemain, je devais aller voir une dame pour voir dans quel état je me trouvais. Et j'ai rencontré justement le médecin qui m'a accouchée. On ne s'est pas parlé, il a fait comme s'il ne me reconnaissait pas. Il m'a accouchée, il est resté avec moi toute la nuit. Il accueillait des patients normalement et pendant que moi, j'attendais de passer juste au bureau à côté pour voir la psychologue, pour voir mon état, si j'étais en état de continuer. Mais ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que la spiritualité aide beaucoup. Nous, on est vraiment croyants. Et je me suis toujours dit que je suis passée par beaucoup d'épreuves dans ma vie. Les gens m'ont toujours vue comme ça. Bon, beaucoup de gens ne connaissent pas notre histoire, mais je me dis toujours que Dieu ne te donne pas des épreuves que tu n'es pas capable forcément de surmonter. Et là, je m'inquiétais plus pour ma fille. D'accord. Elle était arrivée, elle était toute pimpante, elle souriait. Et là, elle me pose la question, maman, ils sont où? Mais moi, je lui en ai parlé tout de suite. Je lui ai expliqué, elle avait 2 ans. Je ne sais pas si elle a retenu ou pas, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai essayé de lui cacher. D'accord. Parce qu'elle m'a vu partir avec un gros ventre. Avec un gros ventre, oui, effectivement. Et là, elle voit que je n'ai plus rien. Donc, je lui ai expliqué. Elle a dit qu'elle a compris. Mais c'est que plus tard, quand elle avait 7-8 ans, qu'elle est beaucoup revenue dessus. Quelle question elle te posait? Qu'est-ce que tu lui disais? Elle posait beaucoup de questions. Maman, où sont mes frères? Ok. Ils sont où? Ils sont aussi... Je lui ai dit que on ira les voir. Donc, je l'ai amenée quand on est parti à Paris. On est parti
Elle les a vus parce qu'ils ont les noms. Ils ont leur... vous avez fait l'enterrement Oui. et tout. Wow. On est parti, elle a vu, donc elle va souvent avec moi, on va se recueillir sur leur tombe. Donc elle sait Elle sait qu'elle a des frères. Elle sait qu'elle a 4 frères, oui. Oui, c'est ça. Donc souvent quand on me demande j'ai combien d'enfants dans mon cœur, je sais que j'en ai 5. 5, oui. Et je ne dis pas automatiquement que j'en ai 5 pour ne pas aller dans des discussions. Parce que quand je dis j'ai 5 enfants et qu'ils en voient 2, ils vont me dire mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'étais pas forcément prête d'en parler. Et puis c'est pas des choses que tu parles comme ça, bien sûr, à tout le monde. Donc les gens qui sont très proches de moi le savent. Et moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, ces 5, ils ont existé, vraiment existé. Ils ont eu des noms, ils ont respiré. Et ma famille sait qu'ils ont été là. Et moi, j'oublie pas et je ne veux pas oublier. Oui, bien sûr. Ça fait partie de ma vie, ta vie, de ma constitution familiale, mon mari aussi. On en parle toujours. Ça nous arrive des fois de dire, mais écoute, si les garçons, ils étaient là, tu sais qu'ils auraient été en CE1. Peut-être qu'ils auraient fait du foot. Voilà, on en parle souvent. Justement, j'allais te demander, parce que souvent, dans ce genre d'histoire, ça fragilise ou ça ressoude, ou ça soude le couple. Comment ça s'est passé pour vous? Là, tu dis que vous en parliez. Est-ce qu'au début, vous parliez pas? Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était dur? Parce que les hommes aussi ne partagent pas forcément leurs émotions, alors qu'ils souffrent tout autant que nous, les femmes, que la mère, même s'il les a pas portées, c'est autre chose aussi. Est-ce que vous avez beaucoup parlé? Est-ce que vous avez, ou alors chacun était de son côté? Comment vous avez réussi à gérer ça en tant que couple? Alors, c'est quelque chose, je pense que, comme tu lui dis, soit ça rapproche beaucoup, soit ça casse, parce que moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je viens de dire, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, on est très proches. C'est mon ami, c'est mon mari, c'est mon partenaire, donc on est beaucoup dans la communication. C'est quelqu'un qui est très attentionné, donc tout de suite, quand il va rentrer et qu'il va me voir, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on en parle tout de suite. Donc, je pense que ça a été plus une force pour moi qu'une faiblesse. Donc, la gestion a été plus différente pour moi parce que moi, j'ai vécu différemment à l'hôpital. À l'hôpital et certaines choses. Parce que quand j'ai récupéré mon dossier médical et que j'ai fait expertiser, on a noté des erreurs médicales parce que j'avais beaucoup d'anémie. Donc, ce qui n'est pas bon pour une grossesse, on aurait pu me perfuser. On ne l'a pas fait, on aurait pu me poser une sonde pour éviter d'aller aux toilettes. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être mises en place qui n'ont pas été faites. J'aurais voulu aller plus loin que ça. Sur ce point, on n'était pas tout à fait d'accord. Mais ensuite, il m'a dit, bon, si tu veux y aller, je t'accompagne, parce que j'étais prêt à aller plus loin que ça. Parce que je me attaquer en justice et tout. Oui, parce que je me dis, si ça m'arrive, c'est que ça peut arriver à d'autres femmes. Et voilà, nous, on a vécu ça, mais quand tu te rends compte que tu étais si proche du but et que tu as vécu ça, et aujourd'hui, c'est vrai que je le vois avec beaucoup plus de recul. C'était il y a 7 ans. Mais j'étais vraiment en colère. J'en voulais. Bien sûr. J'étais pas bien. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, je me dis, si j'avais continué, je pense que... j'aurais probablement gagné, mais... Est-ce que ça t'aurait soulagé en quelque sorte? Je pense pas que ça aurait changé quelque chose, donc j'ai reculé à un moment donné. Quand j'ai voulu avoir un autre enfant, j'ai eu un petit garçon. Justement, j'allais te demander comment... est-ce que... parce qu'il y a des mamans, elles vont te dire tout de suite, j'ai envie d'avoir un autre enfant pour peut-être combler ce que je viens de perdre. Ou il y en a d'autres qui vont dire plus jamais. Il y en a qui vont dire plus jamais, je veux plus d'enfants. Comment est revenu ce désir d'enfant? C'est pas venu tout de suite parce que mon fils, il a 3 ans et les triplés, ils ont eu normalement 7 ans. Et non, on ne pense pas à ça tout de suite. Et ce qui est le plus difficile, c'est vraiment l'entourage. Quand ils sont pas...
parce qu'il faut choisir ses mots dans les situations comme ça. J'allais aussi te demander ça parce qu'on sait pas trop comment, surtout on t'a vu avec un ventre, pour certains t'ont vu avec un ventre, tu as annoncé peut-être ta grossesse et tout, et on te revoit sans bébé. Quelles sont les choses à faire et quelles choses à ne pas faire face à un couple ou une maman qui a perdu son ou ses bébés? Je pense que la première chose à ne pas faire déjà, c'est de dire à quelqu'un: ah, tu m'avais pas dit que tu étais enceinte. Ok, bah. Oui. Ah, tu m'avais pas dit que tu as perdu tes bébés. Quand tu es dans une situation comme ça, tu vas pas prendre ton téléphone pour appeler voilà, tout le monde pour dire ce genre de tragédie. C'est pas comme si c'est la suite logique des choses. Je veux dire, tu as peut-être envie d'avoir des soutiens, c'est-à-dire rien que le fait de venir voir la personne, passer du temps avec la personne, un petit toucher, ça va aller, c'est pas facile, des petits mots, sans trop en faire. Parce que... on n'a pas envie d'être seul dans ces moments-là, ou on a envie d'être entouré. Je pense que ça dépend des personnes. Faut doser. Voilà, moi, j'ai eu des périodes où j'avais envie d'être seule, ou des périodes où j'avais forcément envie d'être entourée, mais des gens fiables et qui avaient de l'empathie. Donc, tout ce qui était négatif autour de moi, à partir du moment où tu me disais des choses qui étaient négatives, qui étaient liées à ça, ben, je coupais. Ou alors, on va dire, mais t'inquiète, tu peux en faire d'autres. Si, tu as déjà eu ça? Oui, oui. Dès l'hôpital, on va se dire, ça, c'était la phrase à ne pas dire, parce que j'en voulais pas d'autres. C'est eux que je voulais. C'était eux que tu voulais, oui. C'est eux que j'ai eu. Là, il faut mon temps pour me soigner et pour guérir. Donc, je veux pas entendre parler d'un autre enfant du tout. Et c'est vrai que ça, c'est la phrase qui arrive souvent chez les mamans qui ont perdu leurs enfants, qui ont fait des bébés mort-nés ou des fausses couches tardives. Ça, je pense qu'il faut bannir un peu ça. C'est des choses qui sont très intimes. Peut-être qu'une maman peut te le dire différemment. D'accord. Et ça peut être beaucoup mieux digéré, ou une sœur, que des gens extérieurs. Parce que tant que tu n'as pas vécu ce qu'une personne a vécu, c'est pas facile à donner un jugement. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu peux pas savoir. Bien sûr. Moi, j'ai une amie qui a perdu son bébé, comme moi, mais qui est mort-née, mais elle en veut pas d'autre. Elle a pas réussi à passer ce... Oui. Oui, parce que c'est un traumatisme. Tu te dis forcément que tu vas revivre la même situation. Oui. Et justement, en parlant de traumatisme, comment tu as vécu ce deuil avant l'arrivée de ton garçon qui est arrivé, enfin le dernier que tu as eu? Comment tu vivais ce deuil? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu étais dans des groupes de parole, de soutien avec d'autres femmes d'autres mamans ou pas? Est-ce que tu as eu un accompagnement psychologique? Non, pas forcément d'accompagnement psychologique. J'avais ma mère, ma famille. Vous en parliez ouvertement? J'ai 3 sœurs, on est très proches. D'accord. Et une tante à l'époque qui était gynécologue, qui venait me voir assez souvent, qui forcément avait vécu des mamans qui avaient déjà accouché, pas dans les mêmes circonstances, mais qui avaient perdu des bébés. Donc, bon, elle savait un peu comment prendre la situation en main. Ma mère est venue me voir plusieurs fois. Et moi, j'avais plus besoin de ma famille. Oui, ta famille était très présente. Après, comme je disais que, voilà, ma force aussi, c'était ma fille. Oui. C'est-à-dire que je devais me lever tous les jours, je devais faire des activités avec elle. Avec elle, oui. On devait faire certaines choses. Donc, voilà, moi, c'était sûr que j'avais aucune envie de faire d'autres enfants, mais c'est venu parce que ma fille me demandait tout le temps. Ok, d'accord. Elle voulait avoir un petit frère ou une petite sœur? Oui, elle dessinait toujours. Elle me dessinait toujours à l'époque où j'étais enceinte. D'accord. Je trouvais toujours un petit dessin dans ma chambre, maman enceinte. Donc, bon, voilà, je me suis dit, je vais me lancer, mais forcément, ça ne remplacera jamais Bien sûr. Les autres que tu as eus. C'est des êtres différents, c'est des âmes qui sont différents.
Lui aussi, je l'ai amené au cimetière, je lui ai Oui. montré. Quand il est né. Tu as ta famille qui t'a aidé, ta mère, tes sœurs, ton mari, le fait que tu aies ta fille aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Là, je pense à d'autres mamans qui sont en train de vivre un deuil peut-être périnatal et qui se posent la question. Tu as parlé aussi de religion, spiritualité. Qu'est-ce qui peut aider une maman à surmonter ce deuil, la perte de son enfant? Moi, je pense qu'il faut en parler, hein. Si aujourd'hui En parler. j'en parle et Mhm. qu'il y a des mamans qui vivent la même situation, je suis ouverte voilà, à les aider comme je peux. Oui. Parce que... Du coup, oui, tu sais pas, quand je te posais la question, est-ce que tu as participé à des groupes Non, je n'ai pas voilà, oui. participé, mais je sais que quand je suis rentrée, Oui. j'ai cherché des mamans qui sont D'accord. passées en France par là. Ok. On a échangé des fois, Ok. ça a beaucoup aidé parce que moi, c'était pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'elles ont fait, Mhm. qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour pouvoir évoluer, essayer de faire le deuil, parce qu'un deuil, ça peut prendre 2 ans, comme ça peut prendre 10 ans. Oui. Moi, aujourd'hui, Dieu merci, voilà, ça m'a beaucoup appris D'accord. parce que j'arrive à être beaucoup résiliente. Mhm. Et même dans les relations humaines, Mhm. j'accepte que les gens rentrent dans ma vie et sortent facilement. J'ai un petit cercle, je fais beaucoup attention. Je suis consciente que chaque personne a son petit bonhomme de chemin. Si ça me correspond pas ou je lui correspond pas, c'est pas la fin du monde. On a passé quelque temps ensemble. Voilà, quelqu'un se retrouve en Chine, moi je suis en France. Ça veut pas dire qu'il y a la guerre. C'est-à-dire que ça t'apprend vraiment la sagesse. Ok. Donc, j'accepte beaucoup plus facilement les choses. J'essaie de prendre beaucoup plus de recul. Et ça, c'est important. Donc, ça prend du temps. Ça prend du Parce temps. que je ne suis plus la même femme que j'étais. Oui. Voilà, il y a 7 ans aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et est-ce que le fait que ton fils soit... Enfin, il est venu après, ton 4e fils du coup. Est-ce que tu appréhendais cette grossesse? Comment est-ce que tu étais dans le stress pendant cette grossesse de te dire que un autre scénario catastrophe pourrait arriver? Et c'est Est-ce qu'on est arrivé. dans ça encore quand C'est on a une arrivé- grossesse juste après? Bon, c'est Une arrivé période. différemment Oui. parce que forcément, quand je tombe enceinte de mon fils, là, c'est là que je me rends compte que mon mari a vécu la situation très différemment. Il avait pris beaucoup de recul sur cette grossesse. Il voulait pas trop s'attacher Ok. parce qu'il avait peur Oui. du même scénario. Et Mhm. donc, là, c'était difficile pour moi parce que j'ai perdu mon père quand j'étais enceinte, Ah oui. pendant la D'accord. période de Covid. Et vu mes grossesses assez compliquées, je ne pouvais pas prendre l'avion. Donc, c'était une grossesse assez précieuse. Je sais que c'était très important pour mon père Oui. parce que, bon, il m'a vu pendant tout le process de acte de naissance, acte de décès. Il était là pour l'enterrement. C'est difficile aussi pour un papa de voir sa fille souffrir Oui. parce que tu peux pas voir ce genre de situation et tu es c'est impossible d'être ensemble. J'ai jamais vu mon père comme ça. Et d'ailleurs, mon beau-père, mon mari, comme je te disais, moi, j'étais transportée. Chaque personne a ses croyances, mais moi, je suis persuadée que Dieu était à mes côtés parce que j'ai eu quelque chose. J'étais hyper courageuse. J'étais là. Je les ai mis en terre. Je ne sais pas comment j'ai eu cette force-là. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reste persuadée qu'on a tous notre histoire dans la vie. Et il y a des choses qui se passent. On se pose des questions. Mais ce n'est pas pour rien. Je suis persuadée que tout est lié en fait. Comme tu dis, je pense que c'est Dieu qui était avec toi et qui t'a porté, et ta famille aussi qui était aussi présente. J'ai envie de te demander, est-ce qu'on se remet de ça? Comment on réapprend à vivre? Alors, il y a d'autres enfants qui sont là, bien sûr. Il y a la famille, on doit continuer. Désolée pour ma voix, mais c'est... Oui, je sais.
C'est un sujet très sensible. Ouais. Ouf. Ouais, mais il faut pas me faire pleurer, sinon je vais pas y arriver. Oui. Est-ce qu'on se remet un jour de... Comment on continue à vivre? Comment on continue à apprendre à vivre? Je pense qu'il y a d'autres mamans qui vivent ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller par rapport à ça? Et est-ce que finalement, on se remet un jour de ça, de cette épreuve? Alors, ce que moi, je conseillerais aux mamans qui passent par ce genre de situation, c'est surtout de ne pas s'isoler. De ne pas s'isoler et d'en parler. Peut-être pas tout de suite, mais dès qu'ils ressentent le besoin d'en parler, c'est important. Okay. Parce qu'ils se rendront vite compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, mais les histoires sont différentes. C'est ça. C'est pas forcément comme la mienne, qui a été difficile du début à la fin. Et je pense que quand une maman est passée par une situation comme ça et que tu lui dis « j'ai besoin d'aide », la maman sera là forcément pour toi. Et le fait de faire son deuil, tout dépend aussi de l'accompagnement, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Parce que si tu es à l'hôpital et que tu as un médecin qui t'explique avec beaucoup d'attention, d'humanité, tu prends le temps de comprendre. Mais quand tu le sens comme un rejet ou que tu as fait un enfant et que on te reproche pourquoi tu l'as fait, c'est vraiment différent. Donc, tout dépend de l'histoire de la personne. Mais peu importe l'histoire, il y aura toujours quelqu'un à qui tu peux aller toquer pour parler. Parce que quand on ne parle pas, on s'isole, on tombe dans la dépression. Il y en a qui tombent dans l'alcool. Il y en a qui se retrouvent à ne plus supporter leur conjoint ou la famille. Donc, on culpabilise aussi. On se dit peut-être... Comment effacer ce côté culpabilité? Est-ce que toi, tu l'as ressenti, cette culpabilité, et comment à un moment tu as réussi à peut-être la dépasser? Je pense que je n'ai toujours pas dépassé cette culpabilité. D'accord. Oui. Okay. Parce que pour dépasser cette culpabilité, il faut que dans ton âme et tu sois en phase avec toutes les décisions que tu as prises. Okay. Et le regret, c'est quelque chose qui fait le plus mal. Parce que le regret, on ne peut pas le rattraper. Bien sûr. Donc, après, il faut apprendre à vivre avec certaines choses et puis à dépasser. Et il y a des gens qui sont croyants, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui utilisent l'énergie. Mais il faut que la personne aille vers ce qui lui fait du bien. Oui, c'est ça. Il y en a qui écrivent. J'ai vu des mamans qui écrivent, qui écrivent, ça leur fait du bien. Mais pareil, groupe de parole, famille. Comme tu as dit, ne pas s'isoler aussi. Exactement. Et l'accompagnement et ne pas s'isoler. Exactement. Et même s'ils ont besoin d'aide, aller voir un psychologue. S'il faut changer 5 fois, il faut le faire, parce que forcément, il y a des psychologues qu'on va voir qui vont juste s'asseoir et écouter. Il faut voir par rapport à la personnalité. Peut-être que tu as envie de parler de ton histoire, mais tu as envie que la personne te pose des questions. Pas forcément qu'on t'écoute. Donc, il ne faut pas hésiter à changer. Et les besoins peuvent différer, parce que moi, comme j'ai dit, j'avais de la chance. J'avais quelqu'un qui était assez solide en face de moi. J'avais ma famille, j'ai une grande famille. J'avais des amis. Bien il y a des choses qui m'ont beaucoup marquée. Par exemple, moi, le jour de l'enterrement de mes enfants, j'ai 2 copines d'enfance. On ne voulait pas leur donner leur journée pour venir. Elles ont quitté leur travail quand même. Au risque de perdre leur travail, elles sont arrivées. Et j'étais surprise. Et des petits actes comme ça font beaucoup. Mais pour moi, pour toi, c'est énorme. C'est quelque chose qui me marquera à vie. Parce que quand des personnes sont là, quand tu as des épreuves aussi importantes et douloureuses, impossible d'oublier. C'est ça. Et c'est là où tu te rends vraiment compte, dans les moments hyper difficiles, qui est vraiment là, en fait. Oui, tout à fait.
Est-ce que tu souhaiterais dire un dernier mot ou ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit? On a évoqué beaucoup de choses et tu as partagé certains conseils pour aider ces mamans, ces couples qui traversent aussi cela. Peut-être un message peut-être aussi aux papas comment trouver leur place, parce qu'il y en a qui savent peut-être pas comment faire. Peut-être ton mari a réussi à le faire, mais tu vois, c'est pas aussi facile peut-être pour les hommes, pour l'entourage aussi d'être là. On a ta maman qui est dans le studio et qui a été d'une grande aide, qui t'a accompagnée, qui est là. Tu as vraiment eu de la chance, je pense aussi, d'être bien entourée dans cette épreuve-là. Il y en a qui le sont pas. Voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, à ajouter parmi ces conseils ou d'autres choses, comme tu sens? Alors, concernant les papas, je pense que, encore une fois, c'est difficile pour un papa, effectivement, de perdre son enfant. Ils ne savent pas comment trouver leur place. Mais une maman qui vit la situation dans son corps, dans sa tête, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Il faut beaucoup se parler, être dans la communication, surtout ne pas s'isoler, parce qu'effectivement, il y a des papas qui vont peut-être sortir, aller faire d'autres choses pour oublier, alors que c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments difficiles qu'il faut rester ensemble. Il faut discuter, échanger. Quand la femme n'est pas d'accord, il faut que l'autre soit là pour essayer d'arrondir les angles, et vice-versa. Et moi, je pense que la communication est vraiment importante. Ce qui disparaît souvent, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai souvent entendu, parce que une femme vit vraiment la situation différemment. Parce que, voilà, la plupart du temps, c'est pas un homme qu'on va dire « Ah, tu vas faire un enfant bientôt. » bien sûr. T'inquiète pas, ta femme va faire un autre enfant. C'est la femme qui se prend tout. Bien sûr, toutes les remarques. Je me dis, la femme a besoin de beaucoup de soutien, surtout de son partenaire. Et quand ça, c'est compris, en général, ça se passe bien. Parce que une femme peut se lever aujourd'hui, elle peut dire « Oui... elle se met à pleurer, ou elle va dormir, elle va sentir son ventre bouger, elle va se réveiller, elle va voir qu'il n'y a rien. Donc, c'est des processus qui sont quand même difficiles. Et... Ça t'est arrivé de sentir comme s'il bougeait? Oui. Et il y a une autre question que j'ai oublié de te poser, c'est le retour à la maison. Est-ce que vous aviez déjà préparé la chambre, des choses, des affaires de bébé? Il y a des mamans qui vont dire qu'elles ont tout mis dans un placard, tout jeté, ne plus vouloir rien voir. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'avais juste commandé des choses. D'accord. Mais comme on nous dit souvent en Afrique, il ne faut pas aller trop vite. D'accord, ok. Je n'étais pas allée trop loin. Et c'est vrai qu'il y a la partie que je ne vous ai pas expliquée. Quand j'ai accouché, mon mari a essayé de faire disparaître presque toutes des photos de moi, enceinte et tout. Des bébés. Mais moi, je voulais vivre avec. Il y a des moments où je lui demande de me les montrer, de les rechercher. C'est important parce que je voulais voir si j'étais heureuse ou pas, comment j'étais, est-ce que ma fille touchait mon ventre. Il y a des situations où les femmes, elles veulent complètement oublier. Et il y en a qui s'en sortent comme ça. D'autres qui ne peuvent pas oublier parce que ils ont vécu ça et ça les aide à passer à autre chose. Certaines personnes vont se dire, bon, écoute, je veux plus voir le bébé, on n'en parle pas, je mets de côté et tout. Donc, chaque situation est différente. Donc, il faut savoir... Il n'y a pas la bonne formule, il n'y a pas la bonne formule, en fait, c'est en fonction de la personne. Il n'y a pas la bonne formule. Par exemple, moi, je pourrais te dire aujourd'hui que moi, ma situation, j'ai trouvé qu'il y a une erreur médicale et tout. Je peux en parler, on est peut-être 5 sur le plateau, mais quelqu'un va me dire, oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Mais une femme qui vient d'avoir cette surprise, tu n'as pas le droit de lui dire ça. Ok. Voilà. Donc, il faut savoir comment parler. Tu peux avoir tes sentiments, tes ressentiments, mais il faut faire attention. Parce qu'une femme qui a atteint un niveau de souffrance, alors que toi, tu es là, tu peux lui dire quelque chose
qui va faire tout de suite la manière dont elle va te regarder. Oui, oui, oui. Elle va se dire, mais est-ce que lui, il sait de quoi il parle? Oui, oui. Effectivement. Vaut mieux se taire plutôt que de dire une bêtise. Oui. Ouais, ouais. Alors, Maria, on arrive à la fin de notre... de ce... On arrive à la fin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce que... Enfin, je pose la question à toutes mes invités, tous mes invités. Est-ce que tu aimerais adresser un mot à tes enfants, à ta famille, à quelqu'un, peu importe. C'est le mot de la fin et je te laisse le faire. Oui. En tout cas, moi, je pense que sans ma famille, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours déjà, je remercie déjà ma mère qui a toujours été là dans les moments difficiles. Et je me dis, rien ne se fait pour rien. Elle est arrivée hier, elle tombe dessus. Et c'est la première fois que j'en parle. C'est pour ça que je dis que je crois vraiment en Dieu, cette spiritualité. Et aussi, il y a des choses qui ont été difficiles dans ma vie. Dieu m'a donné des choses beaucoup plus faciles. Je me plains pas. J'ai un mari aimant, j'ai 2 beaux enfants, j'ai des amis. Je suis satisfaite de ma vie. C'est important d'être reconnaissant envers Dieu parce que je pense aujourd'hui que j'ai atteint une certaine plénitude aussi. Ça arrive parce qu'il y a la sagesse. Je n'ai jamais été quelqu'un qui court après plein de choses. Je me satisfais beaucoup de ce que j'ai pu avoir parce que j'aurais pu ne pas avoir non plus mon fils. J'aurais pu ne pas avoir cette condition de vie. J'aurais pu partir aussi. Parce que quand tu as été si près de la mort, ça aurait pu se passer. Donc, encore une fois, je prends beaucoup de choses différemment et je rends grâce à Dieu. Voilà. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci à toi d'avoir été là et d'avoir partagé autant de cette histoire. Et je sais que ça va aider beaucoup de mamans et de couples. J'espère, ouais. Ouais, voilà. Je te souhaite beaucoup de courage, de bonheur pour la suite. Merci. Tu le mérites. Merci beaucoup. Merci Mariam. Merci.